Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Avant d'aborder le sujet, je vous recommande vivement de sauvegarder cette vidéo parce qu'il y a de fortes chances qu'elle finisse par être supprimée de la plateforme. Je ne vais faire que partager les conclusions de ma propre visite. Cependant, il est fort probable que cette vidéo soit perçue comme une attaque ou comme une menace vis-à-vis de la réputation, du nombre de visiteurs et donc du chiffre d'affaires du Memorial Act. Même si mes propos seront respectueux et empreints d'arguments fondés sur des preuves, une forte pression pourra peut-être être exercée sur la plateforme de façon à retirer la vidéo ou tout simplement la vidéo sera tellement signalée qu'elle sera automatiquement désactivée. Peu importe les tenants, ce que je vous demande c'est de sauvegarder cette vidéo et de la partager un maximum si jamais elle disparaît. Parce qu'ils vont peut-être éliminer une vidéo sur ma chaîne, mais ils ne pourront pas éliminer toutes les vidéos qui circuleront un peu partout. D'autre part, le fait de permettre à cette vidéo de continuer à circuler sur tous les réseaux, même si elle a disparu sur ma chaîne, va donner l'occasion au plus de personnes possible de voir cette vidéo et de comprendre certaines choses. J'anticipe tout cela parce que la chaîne Grandeur Noire est très récente et pourtant, sur 6 vidéos publiées, il y en a déjà 4 qui ont été signalées et démonétisées. Pour démarrer le sujet, je me dois d'expliquer ce qu'est le Memorial Act puisque tout le monde ne le connaît pas forcément. Il s'agit du Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Ce centre est situé en Guadeloupe, mais il a l'ambition de raconter les différentes expériences de la traite et de l'esclavage qui concernent à la fois les Amériques, la Caraïbe et l'Afrique. Et donc ce centre est censé être dédié à la mémoire de toutes les personnes qui ont vécu l'expérience de la traite négrière ou de l'esclavage. L'intitulé de cette vidéo se base sur ma visite où j'ai remarqué tellement d'incohérences et de contradictions avec le but du centre que j'en arrive à parler de supercherie. Parce qu'en réalité, ce lieu est un centre d'art, peut-être, mais en aucun cas, il ne représente un lieu qui honore la mémoire des personnes qui ont subi l'esclavage et la traite. Je vous invite à vous faire votre propre expérience le jour où vous aurez l'occasion de le visiter. Alors, je ne vais pas prendre le temps de vous décrire pourquoi le Memorial Act a été bâti sur tel lieu en Guadeloupe, ni pourquoi est-ce que l'édifice a telle forme, a utilisé tel matériau. Honnêtement, ce qui m'a intéressé dans ma visite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais directement vous décrire, vous expliquer tout ce que j'y ai vu à l'intérieur et tous les problèmes que j'ai relevés. Tout l'extérieur peut être aussi magnifique et aussi bien pensé que l'on veut. Ce qu'il restera d'une visite, c'est ce qui est exposé à l'intérieur et la façon dont les informations sont amenées aux visiteurs. On démarre la visite de l'exposition permanente par la présentation de 4 personnages noirs qui ont existé. Ils n'ont rien accompli d'héroïque, ce ne sont pas non plus des martyrs et ils ne présentent aucun intérêt historique. 2 d'entre eux font l'apologie des Occidentaux qui massacrent les Amérindiens. Et d'ailleurs, ils veulent tellement bien faire pour leur maître qu'ils se livrent eux-mêmes à une chasse aux Indiens. Les 2 autres personnages sont des évadés qui ont réussi à s'enfuir de leur condition d'esclaves, mais ils ne sont ni des chefs ni des guerriers. On se rend compte qu'ils ont été recueillis par des Amérindiens et qu'ils font l'apologie des Amérindiens qui eux sont héroïques, braves, qui combattent l'envahisseur et qui sont très généreux avec eux. Donc on démarre la visite qui honore la mémoire des ancêtres avec 4 personnages qui admirent d'autres communautés que la leur, qui font l'éloge d'autres communautés que la leur et qui mettent en avant les qualités d'autres communautés que la leur. Mais ce qui selon moi pose le plus problème, c'est qu'un des personnages mentionne qu'il est le premier noir à avoir mis le pied aux Amériques. À l'heure où le Memorial Act a été pensé, il avait déjà été prouvé scientifiquement que des sociétés africaines qui dataient d'avant l'invasion européenne en Afrique avaient déjà voyagé jusqu'en Amérique. Il existe des traces de présence africaine de long en large en Amérique du Sud, jusque dans certaines îles du Pacifique. Certains archéologues et chercheurs ont même réussi à prouver
que depuis l'Égypte antique, il y a eu contact entre les Africains et les Amérindiens. Donc quelqu'un qui n'est pas suffisamment informé sur l'histoire de l'Afrique et qui ne sait pas que des civilisations très antérieures ont voyagé en Amérique, va croire, suite à la présentation de ces 4 personnages, que la première fois qu'un Africain est arrivé en Amérique, c'était très tardivement et grâce aux colons européens. Sachant qu'avec les moyens et les équipes d'historiens et de chercheurs qui ont été affectés à la conception de cette exposition permanente, on ne peut raisonnablement pas penser qu'il s'agit d'une négligence ou d'une ignorance. Après ces 4 personnages, il y a une salle qui est dédiée à la conquête européenne en Amérique. On y retrouve notamment la biographie de Christophe Colomb. Il y a une statue assez grande d'un colon sur son cheval, il y a des casques de conquistadors. L'accent n'est pas du tout mis sur les massacres qu'ils ont perpétrés, sur les tortures, les viols, les bûchers qui ont accompagné cette conquête, ni sur toute la culture qui a été détruite, comme les spiritualités amérindiennes, les langues amérindiennes, les modes de vie amérindiens, l'art et l'esthétisme. Donc finalement, visiter cette salle qui est dédiée à la conquête européenne ou ouvrir un manuel scolaire qui idéalise les conquérants comme Christophe Colomb, il n'y a aucune différence. La 3e salle est certainement celle qui m'a le plus choquée de toute l'exposition. En fait, en entrant dans cette 3e salle, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver au milieu de Disneyland dans la portion réservée au film Pirates des Caraïbes. On se retrouve sur une proue de bateau grandeur nature, devant un immense écran cinématographique qui projette un combat maritime entre des corsaires, des flibustiers, des pirates. Il y a des coups de canon, des acrobates qui sautent d'un bateau à l'autre, des explosions, des cris, des bruits de lutte. Donc les effets spéciaux, super, mais par contre, l'histoire des pirates est totalement hors sujet par rapport à la traite de l'esclavage et à la déportation des Africains en Amérique et dans la Caraïbe. Ce qu'on nous montre sur cet écran, ce sont des marins blancs qui se battent avec des marins blancs. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, dans la salle, il y a des coffres au trésor, des pistolets de corsaires, des épées de flibustiers, mais en aucun cas, il n'est mentionné où que ce soit ou montré où que ce soit dans cette salle qu'il y a eu de très nombreuses mutineries où les Africains qui avaient été capturés pour la déportation ont réussi à se libérer dans les cales des bateaux, à rejoindre le pont, à attaquer l'équipage et à reprendre le contrôle du navire. Ce n'est mentionné nulle part. Ce combat de pirates n'a absolument aucune pertinence dans un centre dédié à la mémoire des Africains qui ont été déportés. D'ailleurs, les Africains ne sont pas du tout mentionnés dans cette salle. Je me permets donc de suggérer bien humblement qu'au lieu de projeter une scène de combat entre pirates européens, ce soit la simulation du flux de la déportation des Africains sur toute la période de la traite négrière. Cette simulation des va-et-vient du commerce triangulaire a été élaborée scientifiquement par des historiens qui ont collecté des milliers d'archives, de journaux de bord et de livres de comptes qui ont permis de savoir précisément l'itinéraire des bateaux, le nombre d'Africains par bateau, la fréquence des transports, et ce pendant 300 ans. Cette simulation est très importante parce qu'elle permet de réaliser très concrètement et surtout de façon frappante à quel point le continent africain a été vidé de sa population pendant des centaines d'années. Il me semble donc que cette simulation serait beaucoup plus appropriée dans cette salle destinée aux épisodes maritimes plutôt que de savoir comment ça se passait pour les pirates et les négriers. Alors après le passage digne de Pirates des Caraïbes, on arrive devant une frise chronologique qui présente des cas d'esclavage partout dans le monde et à différentes époques. Le problème avec cette frise, c'est qu'elle met sur le même plan des systèmes différents. Ces systèmes sont tellement différents qu'ils ne devraient même pas avoir le même nom, notamment le système de servitude qui existait en Afrique avant l'invasion européenne. Dans ce système de servitude, on ne naissait pas systématiquement esclave parce que la servitude n'était pas héréditaire. Elle ne se transmettait pas automatiquement des parents à l'enfant. On ne mourait pas non plus systématiquement esclave puisque souvent la servitude était limitée à un certain
certain nombre de temps et très souvent, la personne arrivait à racheter sa liberté avant même d'avoir accompli tout le temps de sa servitude. D'autre part, la torture, le viol et le meurtre n'étaient pas légalisés. C'est-à-dire que les pouvoirs du maître sur son serviteur étaient limités. Il n'avait pas le droit de le traiter comme du bétail, comme un outil ou comme un être incapable de ressentir la douleur ou qui n'a pas d'âme. L'infériorité intellectuelle n'était pas non plus liée au statut de serviteur. D'ailleurs, de nombreux serviteurs sont finalement devenus des chefs d'armée. C'est le cas par exemple de Samori Touré et certains qui étaient en état de servitude ont réussi à grimper les échelons sociaux au point de devenir carrément des chefs d'État. Il existait des châtiments, certes, mais en cas de faute grave comme le vol. Je ne suis pas en train de justifier, d'excuser ou de cautionner le système de servitude qui existait en Afrique avant l'invasion européenne. Je suis en train de mettre en lumière les différences extrêmement importantes qui empêchent que l'on puisse mettre sur le même plan la servitude africaine et l'esclavage institué par les Européens. Donc pour en revenir à cette frise chronologique, c'est d'une grande malhonnêteté intellectuelle d'englober les différents systèmes de servitude qui ont existé à des époques différentes, donc avec des contextes différents, qui ont existé sous des modes de fonctionnement différents, sous le terme esclavage, alors que le terme esclavage concerne uniquement la période et le contexte du sort des Africains en Amérique et dans la Caraïbe. C'est un amalgame qui permet de fournir une circonstance atténuante aux Européens, puisque la conclusion de cette frise, c'est que l'esclavage existait déjà en Afrique, les Européens n'ont rien amené de nouveau, l'esclavage existait déjà partout dans le monde, donc en gros c'est un système dont on n'est pas responsable et qu'on n'a fait que reproduire peut-être par facilité. Donc ça atténue la responsabilité des peuples européens qui se sont livrés à des massacres qui n'avaient jamais eu lieu à une telle échelle nulle part dans le monde. Cette frise chronologique est donc inadmissible par rapport à la démarche que visait le Memorial Act. Une autre information qui, selon moi, comme la frise chronologique, détourne la vérité, c'est le nombre de 13 millions de victimes de la traite et de l'esclavage réunis. De tout l'espace de l'exposition permanente, c'est la seule donnée chiffrée qui est présentée concernant l'impact humain. Alors on va faire un petit calcul rapide pour comprendre à quel point ce chiffre est absurde. 13 millions, ce serait le nombre de personnes victimes de la traite, donc mortes ou vivantes en tant qu'esclaves, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes en résistant au moment de la capture, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes pendant l'acheminement vers les côtes, vers les bateaux négriers, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes dans les geôles comme celle de Gorée, parce qu'elles étaient entassées, qu'il y avait un manque d'hygiène et qu'elles étaient parfois même blessées par rapport à la capture. C'est-à-dire le nombre de personnes qui sont mortes dans les cales des bateaux, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes en tentant de fuir les plantations, celles qui sont mortes à la suite d'insurrections, celles qui sont mortes à la suite de tortures, de sévices, de mutilations ou carrément de mise à mort, celles qui sont mortes dans le cadre du marronnage, dans la lutte pour libérer d'autres Africains. Et à ceci, parce que là je n'ai parlé que des victimes qui ont perdu la vie, il faut rajouter toutes les personnes africaines qui sont devenues des esclaves, qui sont mortes esclaves et dont les vies ont été brisées. Toutes les personnes qui sont nées en tant qu'esclaves, et ce n'est qu'en totalisant tout ça sur 300 ans qu'on obtiendrait 13 millions. Alors que pendant la Seconde Guerre européenne, qui a eu lieu de 1939 à 1945, on dénombre environ 6 millions de victimes par rapport au massacre que les nazis ont perpétré. En sachant que dans ces 6 millions, il n'y a pas que des juifs, il y avait des tziganes et des noirs. Ce qui signifie que les camps de concentration nazis ont exterminé environ 6 millions de personnes en 6 ans, mais en plus de 300 ans, il n'y aurait que seulement le double de victimes concernant un massacre sur tout un continent. De qui se moque-t-on? Si vous souhaitez une estimation beaucoup plus réaliste concernant le nombre de victimes totales que la traite négrière et l'esclavage ont fait, je vous recommande de consulter les ouvrages de W.E.B. Du Bois, qui est un sociologue et historien américain qui, lui, a comptabilisé non pas seulement les personnes mortes pendant la traversée, mais toutes les victimes collatérales
qui sont mortes pendant la capture, pendant l'attente des négriers, pendant le transport des Africains, pendant les différentes guerres sur place entre les Africains et les Européens, ainsi que toutes les personnes qui ont survécu à tous ces traumatismes, mais qui sont quand même à considérer en tant que victimes. Si en 6 ans, les nazis ont pu faire 6 millions de victimes dans un seul pays, on imagine bien que quand ça concerne tout un continent, pendant des centaines d'années, le petit nombre de 13 millions n'est pas plausible. Pourquoi les travaux de ce genre de chercheurs ne sont pas utilisés par les équipes du Memorial Act? L'exposition permanente est composée de 38 sections. Je ne pourrai pas toutes les commenter. Je vais donc m'en tenir aux inepties les plus criantes d'absurdité. Parmi elles, il y a la reconstitution d'une case d'esclaves. Alors ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est que le lit de cette reconstitution est surélevé. Il y a même une étagère où l'esclave a le loisir de pouvoir mettre ses super photos préférées de Jésus et d'autres figurines mythologiques. On a un effet de lumière qui donne l'impression qu'on est dans une paillote très moderne, au lieu de donner l'aspect lugubre qu'avait réellement une case d'esclaves. C'était la petite flamme d'une bougie quand ils en avaient qui leur donnait un peu de lumière. D'autant plus qu'une bougie, il fallait soit l'acheter, soit la fabriquer. Donc l'esclave n'était pas forcément en possession d'une bougie. Donc déjà l'aspect lumineux de cette pièce ne cadre pas avec la réalité lugubre d'une véritable case d'esclaves. Une fois qu'on est passé par cette chambre soi-disant reconstituée, on n'a pas du tout l'impression que l'esclave était inondé lorsqu'il y avait la pluie ou lorsqu'il y avait la saison des tempêtes. On ne sait pas qu'il dormait à même le sol, parfois même sans même une natte. On ne sait pas que par les nuits très fraîches, il souffrait du froid parce qu'il n'avait pas le luxe d'avoir une couverture. On est dans une fiction totalement idéaliste qui est en rupture totale avec la réalité de nos ancêtres. C'est très grave que des salles de classe avec des élèves très jeunes passent par là et se disent « Ah ben finalement, c'était pas si horrible ». Alors après cette salle, on atterrit dans un home cinéma qui est constitué de 4 écrans différents où il y a des dessins animés qui tournent en boucle. Je suppose que ces dessins animés se voulaient pédagogiques, mais en fait, ils véhiculent des notions très stéréotypées de l'esclavage. Il y a notamment la rivalité entre noirs et la jalousie entre femmes pour plaire au maître. Et dans ces dessins animés, ce qui transpire, c'est la notion de servitude souhaitée. Quand on regarde ces dessins animés, ils laissent l'impression que la préoccupation première des noirs n'était pas de se libérer, mais de tout faire pour plaire au maître, pour être sage, docile, agréable, efficace, de façon à être récompensé ou de façon à obtenir des privilèges de la part du maître. Donc bien évidemment, ces dessins animés qui sont certainement destinés aux enfants d'abord, au lieu d'éloigner les enfants de ces constructions mentales mensongères, eh bien ces dessins animés perpétuent des fantasmes esclavagistes. Donc après ce home cinéma, j'ai été extrêmement déçue de la façon très brève et très superficielle dont le marronnage et les résistances ont été abordés. On a une jolie maquette d'un village clandestin niché sur une montagne. On a des écrans didactiques qui survolent vite fait la notion de résistance et de marronnage. Et on a à terre une carte géante de la Caraïbe qui mentionne de façon très furtive des dates et des noms. Alors le problème avec cette carte, dont l'idée initiale est intéressante, c'est que 1, on n'a pas le temps de lire les dates et les noms. 2, ces dates et ces noms ne sont raccordés à aucun endroit géographique précis. Mais quand bien même ce serait rattaché, à quel moment quelqu'un qui est venu se renseigner et apprendre a le temps de comprendre ce qui se passe quand les dates apparaissent comme ça, comme des flashs en fait, et qui apparaissent et disparaissent tout aussitôt. Et il faut attendre
tout le tour des dates pour revoir la même date et essayer de relire cette fois-ci entièrement. Il existe tellement de héros concernant le marronnage et concernant les abolitions de l'esclavage que franchement, on aurait pu au moins en choisir 3 dont on détaille la biographie avec une grande précision. Je vais vous en citer quelques-uns pour que si vous souhaitiez approfondir vos connaissances en matière de résistance pendant l'esclavage et d'abolitionnistes noirs, vous puissiez le faire. En Guyane, il y en a eu énormément comme partout. Je vais citer les plus connus que sont Boni, Pompée, Linval, Cupidon, Gertrude, Simon, Lovisky ou encore Copena. En Guadeloupe, tout le monde connaît Louis Delgrès, Joseph Ignace, Solitude, Palerme, Marie-Rose Toto. À La Réunion, on peut citer Ansin et Eva. Au Suriname, il y a Kwaku. Au Guyana, Cuffy. Au Brésil, Zumbi et Dandara. Au Mexique, El Yanga. À Cuba, Carlota et Fermina. À Saint-Domingue, François Macandal. À Haïti, Boukman Doty, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Charles et Sanité Belair. En Jamaïque, il y a Nani, Cudjo, Samuel Sharp, Paul Bogle. À la Barbade, il y a Boussa. À Saint-Kitts, il y a Marcus. À Curaçao, il y a Toularigo. Aux États-Unis, il y a Nat Turner, Frédéric Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth. Et croyez-moi que si je n'en cite pas plus, ce n'est pas qu'il n'y en a pas davantage. C'est juste que je n'ai pas le temps dans cette vidéo de citer tous les résistants noirs à l'esclavage. La liste est sans fin puisque partout où il y a eu des Africains attaqués, ces Africains ont riposté, se sont défendus et surtout ont résisté à la domination. Partout. Donc c'est vraiment un manquement extrêmement grave de la part du mémorial qui veut commémorer la mémoire des ancêtres de survoler la partie la plus importante de l'histoire des Noirs pendant cette période, c'est-à-dire le fait qu'ils ont résisté, qu'à aucun moment ils ne se sont laissés faire. Et je pense que le pire que j'ai pu voir concernant le fait de survoler ce pan extrêmement important dans l'histoire de l'esclavage, c'est la représentation des héros haïtiens. Alors là, je vais être honnête avec vous, c'est totalement subjectif. Mais je suis arrivée dans une salle qui concernait Haïti. Donc il y a un écran qui présente un film sur Toussaint Louverture. Et en face de cet écran, il y a 3 tableaux. Alors quand je suis arrivée dans la salle et que je n'ai vu que les tableaux, que je n'ai pas vu la légende qui accompagnait les tableaux, j'ai tout de suite pensé au sang, à la destruction, et ce à cause des codes couleurs rouge très vif et noir. Dans le monde occidental où nous avons été conditionnés, ce sont des codes couleurs qui ont des connotations de guerre, de souffrance, de douleur, de mal, mais à aucun moment ces couleurs sont en rapport avec la dignité, le courage, l'héroïsme, la justice et la victoire. Donc du coup, quand j'ai lu la légende, ma mâchoire s'est décrochée. Je me suis dit, j'attendais Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines ou la lutte d'Haïti, puisque c'est la première nation noire à s'être libérée de l'esclavage par elle-même. Et sa seule et unique représentation dans les centaines de mètres carrés du Memorial Act, ce sont 3 pans de tableaux rouge et noir. Ok. Alors après la salle des résistances à l'esclavage, on arrive sur la salle des abolitionnistes. Et là, encore une fois, déception. Sur 6 portraits géants d'abolitionnistes, un seul est noir, Frédéric Douglass. Et la plupart des Européens qui se sont positionnés contre l'esclavage ne l'ont pas fait par humanisme, pour libérer leurs confrères et consoeurs humains. Ils l'ont fait pour des intérêts purement financiers. Renseignez-vous par pitié. Victor Schœlcher le premier. Je ne comprends juste pas que dans un lieu destiné à rendre hommage aux ancêtres du peuple noir, sur 6 abolitionnistes, un seul soit noir. Je pense que Louis Delgrès, par exemple, a largement mérité sa place dans la salle des abolitionnistes. J'imagine que quand bien même le Memorial Act se destine à raconter l'histoire globale de la traite et de l'esclavage, les personnes qui viennent de l'autre bout du monde pour visiter ce centre voudraient profiter que ce centre soit en Guadeloupe pour en apprendre plus sur l'histoire guadeloupéenne. Donc il était tout à fait pertinent, sensé et approprié de placer Louis Delgrès dans la salle des abolitionnistes. Eh bien non, il faudra se contenter de Frédéric Douglass, qui est le seul noir qui a mérité d'être représenté parmi les milliers de noirs qui ont sacrifié leur vie dans la quête de liberté. Un autre personnage qui, selon moi, méritait sa place dans cette salle des abolitionnistes, c'est l'empereur malien Soundiata Keïta,
puisque c'est le premier chef d'État au monde à avoir aboli l'esclavage sur son territoire. Il a même proclamé une charte très explicite qui interdit formellement toute forme de servitude, de captivité et de violence injustifiée. Pourquoi est-ce qu'il est manquant dans la salle des abolitionnistes? Mais le pire reste à venir. Absolument tous les symboles de la franc-maçonnerie sont présents au Memorial Act. Là, quand je suis arrivée devant l'autel consacré à la franc-maçonnerie, j'ai eu une sensation d'écœurement. Qu'est-ce que ça fait là? Déjà, qu'est-ce que ça fait là? On peut aborder la franc-maçonnerie sans pour autant placer un trône, un damier noir et blanc, des colonnes, grandeur nature, une pyramide avec un œil au milieu qui rayonne, une équerre et une boussole, dans un endroit censé rendre hommage aux tribulations, aux mérites, aux capacités de survie, aux sacrifices et aux luttes des ancêtres du peuple noir qui ont vécu l'esclavage. Clairement, là, vous comprenez le titre de ma vidéo Supercherie. On est dans une mascarade à peine voilée. Absolument aucun résistant à l'esclavage n'a même une photo, même pas un croquis, même pas une représentation imaginaire. Même Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines qui ont existé à des époques où il y a des représentations d'eux, leur représentation n'apparaît pas dans le Memorial Act. Mais par contre, on a tout un hôtel consacré à la franc-maçonnerie où là, tout est représenté. Mais attendez, c'est du délire là, on est dans le délire. Donc voilà, il y a un véritable hommage rendu au culte de la franc-maçonnerie et on veut nous faire croire que ça a une pertinence avec la traite négrière et l'esclavage vécu par nos ancêtres. Ok. Et quand je pensais que le Memorial Act avait touché le fond avec l'espace de culte alloué aux francs-maçons, eh bien le Memorial Act m'a prouvé que non, on n'est pas au fond, il y a des sous-sols. Donc dans la pièce d'après, je suis arrivée au niveau -2 de l'écœurement. Je suis rentrée dans un espace dédié à la religion catholique. Effectivement, on ne peut pas se passer de mentionner le rôle dévastateur des missionnaires catholiques pendant l'esclavage. Mais je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée en face d'un Jésus immense, accompagné de représentations bibliques immenses. Pourquoi exposer un Jésus immense et tout un tas de symboles catholiques alors qu'on aurait pu présenter les orishas originaires de la spiritualité Yoruba qui ont survécu et qui se retrouvent notamment au Brésil? Pourquoi ne pas expliquer les Vévé originaires du royaume du Bénin qui ont survécu et qui se retrouvent notamment à Saint-Domingue, en Louisiane ou encore à Haïti? Pourquoi ne pas montrer les Mambo, les Ougans ou les maîtres de cérémonie du candomblé? Quand bien même aujourd'hui la mythologie chrétienne a été adoptée par de nombreux Africains et Afro-descendants, cette croyance a été une arme de destruction massive psychologique sur tout le continent africain et sur tous les captifs qui ont été déportés en Amérique et dans la Caraïbe. Donc offrir un espace où on retrouve une statue géante du principal symbole de cette mythologie, là on n'est plus dans l'offense, on est dans l'affront. Je n'ai pas compris au Memorial Act la pertinence de représenter à chaque fois de façon grandiose des symboles de la colonisation, de la domination et du triomphe du colonisateur. Alors j'ai continué le parcours et j'ai remarqué un manque de clarté que je ne m'explique pas. Il y a notamment un coin où on retrouve plein de tambours différents, mais il n'existe aucune précision concernant les noms des tambours, leur lieu d'origine et surtout leur utilisation. Certains tambours sont consacrés à des cérémonies spirituelles. D'autres encore sont destinés à des danses bien précises, à des moments de l'année bien précis. Absolument rien n'est indiqué. C'est juste posé là, comme ça, un amas de tambours, débrouillez-vous avec. Donc finalement, il n'y a aucun caractère instructif quant à cette exposition de tambours. Et il y a le même problème dans la salle juste après quand on arrive devant plein de costumes de carnaval. Aucune étiquette, aucune mention, aucun panneau, aucun écran, rien qui puisse nous renseigner sur la provenance des costumes, sur la symbolique des personnages, sur le message des costumes, puisque le carnaval pour les peuples de la diaspora africaine servait de satire de la société. C'était l'instant où les Africains dénonçaient, parodiaient et finalement s'exprimaient.
On ne sait rien du sens de ces costumes. Pourquoi est-ce que certains ont des poils? Pourquoi d'autres ont des plumes? Pourquoi certains ont des cornes? Est-ce que ce costume est porté par un homme ou par une femme? Bref, on est juste plongé dans une confusion de couleurs, de paillettes qui sont issues de partout dans la Caraïbe, mais on ne sait pas d'où. Sachant que le budget du Memorial Act était d'environ 83 millions d'euros, je ne comprends pas pourquoi des petites étiquettes en papier n'ont pas été consacrées aux tambours et aux costumes. Il n'est jamais trop tard pour y remédier. Si ces étiquettes coûtaient vraiment si cher que ça et que les 83 millions d'euros n'étaient pas suffisants, je propose de faire une cagnotte pour qu'on achète des rames de papier, qu'on puisse écrire à la main s'il le faut les informations à propos des costumes et des tambours et qu'on puisse les apposer à côté. Donc je pense qu'en s'y mettant tous ensemble, on peut faire une différence concernant ces étiquettes. S'il vous plaît, aidez le Memorial Act, fabriquez des étiquettes ou participez à la cagnotte pour les étiquettes. Parce que sans ça, on traverse ces deux pièces-là, celle avec les tambours et celle avec les costumes, et on en ressort perplexe. Et donc on se demande finalement si ce n'est pas une attraction à tourisme qui descend des paquebots de croisière, plutôt qu'un lieu de déférence et d'enseignement où les descendants des victimes de cette traite peuvent se recueillir. Alors après tout ce parcours, je n'étais pas étonnée de voir que là encore, la lutte pour les droits civiques a été survolée. Entre la salle qui est consacrée et ne rien faire, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la salle consacrée à la lutte pour les droits civiques, déjà on est accueilli par une croix géante qui représente les croix enflammées du Ku Klux Klan. À côté, on a un personnage très sinistre, c'est-à-dire un mannequin qui porte une tenue du Ku Klux Klan. Peu d'entre vous vont comprendre ce que je raconte, mais je vous assure que certains Noirs, et je m'inclus dedans, ressentent dans leur chair le traumatisme de l'esclavage, le traumatisme de la ségrégation raciale, des lynchages, de l'apartheid et de toutes les persécutions dont le peuple noir est victime depuis bientôt 500 ans. Donc j'ai trouvé, mais c'est un ressenti totalement personnel et subjectif, que c'était plutôt indélicat de placer une croix aussi grande, aussi imposante et un mannequin du Ku Klux Klan dans cette salle. En termes de dimension, le Ku Klux Klan est mieux représenté que les meneurs de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui eux ont des photos assez petites, en noir et blanc, sans aucune mention. Donc si vous avez déjà entendu parler d'Angela Davis et que vous savez la reconnaître, tant mieux pour vous, parce que sinon ce n'est pas du tout indiqué que c'est Angela Davis. Pareil pour Rosa Parks, Mohamed Ali, Martin Luther King, etc. Si vous savez les reconnaître, que vous connaissez leur histoire, tant mieux. Parce que si vous êtes un enfant de CE1 ou de CE2 ou de 6e qu'on emmène visiter là et que vous ne savez pas qui sont ces personnages, eh bien vous ne le saurez toujours pas en sortant de la visite. Donc voilà ce qu'il en est pour mon retour sur cette visite. Et c'est par rapport aux données que je vous ai exposées que je considère que l'objectif du Memorial Act n'est pas du tout atteint et qu'au contraire, cet endroit se décline en une mascarade. En fait, le sensationnalisme prend constamment le pas sur la pertinence des sujets sélectionnés. À titre personnel, j'ai vécu ma visite comme un moment qui a appuyé douloureusement sur la plaie liée à la réparation historique. Pour moi, le Memorial Act est un magnifique gâteau. Concernant la décoration, elle est superbe, les couleurs, la forme du gâteau. Par contre, le goût du gâteau est extrêmement amer. Et au final, toute la décoration du gâteau ne suffit pas à compenser ce goût amer. En même temps, ma déception, je la dois à moi-même, puisque j'aurais dû me renseigner en premier lieu sur qui a financé cet édifice. Et majoritairement, c'est l'État français. On ne peut donc pas reprocher au conquérant de ne pas se placer sous une lumière de coupable, puisque c'est lui qui raconte l'histoire encore une fois. Il est dans son rôle de conquérant et il le sera toujours. Charge à nous de prendre en main le récit de notre histoire. Charge à nous d'écrire des livres, de réaliser des films et des dessins animés, d'élaborer des jeux vidéo, des jeux de société, de bâtir des musées et des centres mémoriels. Charge à nous, les descendants des victimes de l'esclavage, de nous organiser pour rendre hommage et raconter la véritable histoire de nos parents. Et on ne peut s'attendre à ce que des personnes extérieures à notre expérience puissent raconter notre expérience correctement. Donc je ne suis pas ressortie de cette exposition affligée mais déterminée. Déterminée à mettre des actions, des projets en place de façon à pallier le manque auquel on fait face aujourd'hui. Il ne faut pas que dans les années à venir,
nos enfants n'aient que le Memorial Act comme référence. Et ne pensez pas que parce que vous n'avez pas une page très suivie sur les réseaux sociaux, parce que vous n'avez pas une chaîne YouTube très regardée, parce que vous n'avez pas un grand nom, parce que vous n'êtes pas issu d'une famille fortunée, parce que vous n'avez pas fait telle étude, vous n'êtes pas en capacité d'amener une pierre fondamentale dans l'organisation et le redressement de la diaspora noire et des peuples africains. Chacun a une contribution majeure à emmener. Ne sous-estimez pas votre force, votre pouvoir de changer les choses, d'améliorer notre situation à tous. Osez exprimer vos idées, osez enclencher vos projets, osez aller jusqu'au bout. Grandeur Noire est née à partir de rien du tout. Aucun prêt de la banque, aucun moyen particulier, c'est né d'une idée. Donc croyez-moi, vos idées sont précieuses. N'hésitez pas à les concrétiser, même en partant de tout petit. Notre génération mène actuellement une énorme révolution et cette révolution va neutraliser toutes les exactions psychologiques qui sont mises en place sous couvert de titres trompeurs. Les supercheries comme le Memorial Act ne sont pas terminées et vont continuer de se multiplier dans les années à venir. Mais aujourd'hui, nous avons accès à la connaissance gratuitement grâce à Internet. Donc nous vaincrons les chaînes mentales comme nos ancêtres ont vaincu les chaînes aux poignets et aux chevilles. Encore une fois, si cette vidéo disparaît, un article qui reprend tous les points essentiels de cette vidéo est disponible sur grandeurnoire.com. Le lien est dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je remercie Washi Création de m'accompagner avec une telle élégance. Cette créatrice guadeloupéenne propose toutes sortes d'accessoires. D'ailleurs, ici, vous avez une pochette assortie au nœud qui est extrêmement élégante, mais surtout qui ne s'abîme pas avec le temps puisqu'il s'agit de tissu. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les collections de Washi Création, je vous invite à consulter les liens qui sont également en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.